Voyageurs du temps, préparez-vous à explorer la face cachée de l'Athènes antique. Dans cette fiction inspirée des réalités historiques, écrite et imaginée par TV Discovery, vous croiserez des figures légendaires comme Aspasie, Périclès et Socrate. Oubliez les temples et les philosophes, nous plongeons aujourd'hui dans les ruelles obscures et les lupanars, là où se cachent les secrets les plus sombres de la cité. Oubliez les images idéalisées des dieux et des héros, des philosophes et des artistes. Plongeons plutôt dans des sombres labyrinthes citadins, là où les corps se vendent et où les secrets se murmurent à l'oreille des passants. À travers des histoires poignantes et de personnages hauts en couleur, découvrez le quotidien des prostituées, hommes et femmes. Explorez leurs émotions les plus profondes et comprenez les motivations qui les poussent à vendre leur corps. Découvrez les dangers auxquels ils sont confrontés et les stratégies qu'ils déploient pour survivre dans une société brutale. Ce voyage dans le temps ne sera pas une simple visite touristique. Esclavage, violence, exploitation, misère. Vous serez confrontés à la face sombre de l'humanité, à ses contradictions et à ses zones d'ombre. Ce périple sera aussi l'occasion de découvrir des histoires d'amour, d'amitié et de solidarité. Rencontrez des personnages indomptables qui luttent pour leur liberté et leur dignité, et découvrez leur capacité à s'épanouir malgré l'adversité. Alors, êtes-vous prêt à explorer les secrets les mieux gardés de la glorieuse Athènes en plongeant dans l'univers captivant et scandaleux de la prostitution? Pour approfondir le sujet de manière plus académique, je vous invite à consulter le dossier « Corps à vendre », l'univers de la prostitution dans l'Athènes antique, disponible sur notre site web. Lien en description du podcast. Vous y trouverez des analyses détaillées, des citations de sources anciennes et une bibliographie complète. Et pour ne rien manquer de nos prochaines aventures, abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit et vous recevrez régulièrement des contenus passionnants directement dans votre boîte mail. Maintenant, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter par les histoires de l'Athènes antique. Les amants de l'Acropole. Athènes, 440 avant Jésus-Christ. Dans l'ombre de l'Acropole, Hélia, esclave au service d'un maître cruel, connaît chaque nuit l'enfer des lupanars. Son corps porte les marques du désir et du mépris des hommes. Mais un jour, son destin croise celui de Théano, une femme mariée de la haute société qui étouffe dans une existence dorée, et celui d'Aspasie, la courtisane dont la beauté et l'intelligence attirent les hommes les plus puissants d'Athènes. Sans oublier Lysandre, jeune homme né dans la prostitution, qui lutte pour survivre dans une cité qui le rejette. Leurs chemins vont se croiser dans cette ville grouillante de vie, où les dieux côtoient les mortels, où la beauté masque la laideur, où l'amour et la haine se confondent. Que se passera-t-il lorsque leurs secrets seront révélés au grand jour? Préparez-vous à plonger au cœur des ténèbres et de la lumière de l'Athènes antique avec Les amants de l'Acropole. Une histoire de plaisir et de souffrance, de liberté et d'asservissement qui vous captivera jusqu'à la dernière seconde. Le voile déchiré. Un rayon de soleil matinal perce à travers les fentes des volets de la chambre d'Hélia, l'illuminant d'une lueur fragile. La jeune esclave se réveille en sursaut, le corps endolori par les assauts de la nuit. Des larmes brûlantes coulent silencieusement sur ses joues, traçant des sillons brillants sur sa peau pâle. Elle se lève avec difficulté et jette les draps froissés dans un coin de la pièce. Le miroir de bronze lui renvoie l'image douloureuse d'une jeune fille brisée, les yeux cernés, les cheveux emmêlés. Elle détourne le regard, incapable de supporter cette vision de défaite. La porte s'ouvre brutalement. Alors, paresseuse, tu dors encore? Les clients attendent. Dépêche-toi de te préparer. Aboie Mégaclès, son maître, le visage renfrogné. Hélia frissonne. Elle sait ce qui l'attend. Une nouvelle journée d'humiliation, de souillure. Elle se sent sale, vide,
comme une coquille dont on aurait arraché la perle précieuse. Elle se lave à la hâte, enveloppant sa nudité dans un fin voile blanc. Ses gestes sont mécaniques, dépourvus de toute sensualité. Elle n'est plus qu'une poupée de chair. Mégaclès l'entraîne brutalement à travers les couloirs sombres et humides de la maison, jusqu'à une petite pièce obscure où l'attendent déjà plusieurs hommes. Leur regard lubrique la dépouille de la dernière once de dignité qui lui reste. Elia ferme les yeux. Son seul espoir, que le temps s'écoule vite et que la nuit à venir lui apporte un peu de répit. Ainsi commence une nouvelle journée pour Elia, l'esclave prostituée. Une journée pareille à tant d'autres, faite de douleur, de honte et de désespoir. Mais au fond de son cœur, une petite flamme refuse de s'éteindre. La flamme de la liberté, de la dignité, de l'espoir d'une vie meilleure. Laissons derrière nous l'atmosphère étouffante de la maison close de Mégaclès et aventurons-nous sur l'agora, le cœur vibrant d'Athènes. Ici, sous le regard bienveillant d'Athéna, la déesse protectrice de la cité, philosophes, marchands et citoyens se croisent et échangent des idées et des marchandises. L'air est saturé du brouhaha des discussions animées, des rires et des appels rauques des vendeurs ambulants. Au milieu de cette foule bigarrée, Théano, épouse du riche et influent Ariston, se distingue par son allure fière et déterminée. Vêtue d'une élégante robe blanche qui contraste avec les couleurs vives du marché, elle se fraye un chemin à travers la foule, ignorant les regards admiratifs et envieux qui se posent sur elle. Théano n'est pas venue ici pour faire des achats ou écouter les discours enflammés des orateurs. Elle se dirige d'un pas décidé vers une petite boutique discrètement cachée dans une ruelle adjacente où l'attend Xénophon, un sculpteur dont le talent est aussi grand que sa beauté. À la vue de Théano, un sourire illumine le visage de Xénophon. Il s'empresse de lui souhaiter la bienvenue, exprimant son soulagement de la voir enfin arriver. Théano, légèrement troublé, hésite un instant avant de lui expliquer qu'il lui a fallu ruser pour échapper à la surveillance de son mari. Xénophon, compréhensif, lui assure que le jeu en vaut la chandelle. Xénophon la conduit alors vers l'arrière de la boutique, où se trouve son atelier. Dans cet espace baigné de lumière, où l'odeur de la terre humide se mêle à celle de la cire d'abeille, entouré de statues de marbre et d'ébauches d'œuvres d'art, il se retrouve loin du monde et de ses contraintes. Théano et Xénophon se confient l'un à l'autre à voix basse, partageant leurs rêves les plus secrets, leurs frustrations et leurs espoirs. Xénophon est fasciné par l'intelligence et la sensibilité de Théano, si différente des autres femmes de son entourage. Théano, quant à elle, se sent comprise et acceptée par Xénophon, qui voit en elle bien plus qu'une simple épouse de notable. Leurs regards se croisent, leurs mains se frôlent. Un désir irrésistible les attire l'un vers l'autre. Ils s'abandonnent alors à un baiser passionné, oubliant le monde extérieur, les conventions sociales et les dangers qui les guettent. Pour Théano, cette rencontre clandestine est une bouffée d'air frais, une échappatoire à sa vie monotone et sans amour. Mais elle sait que leur passion est interdite, dangereuse. Un faux pas pourrait tout détruire. La nuit tombe sur Athènes et plonge la cité dans l'ombre et le mystère. Dans le quartier du Céramique, réputé pour ses ateliers de potiers et ses maisons closes, une demeure se distingue par son luxe et son raffinement. C'est ici qu'Aspasie, la plus célèbre des hétaïres, reçoit ses invités. La salle principale est animée par une foule d'hommes venus de tous les horizons, riches marchands, poètes inspirés, philosophes en quête de savoir, et même quelques personnages politiques influents. Tous sont captivés par la beauté et l'esprit d'Aspasie, qui se meut parmi eux avec grâce et assurance. Vêtue d'une robe de soie pourpre qui souligne sa silhouette élégante, Aspasie distribue sourires et paroles enchanteresses. Elle maîtrise l'art de la conversation, de la séduction, de l'intrigue. Elle est à la fois muse, confidente et conseillère pour ces hommes qui se pressent autour d'elle. Ce soir, un invité particulier attire son attention. Il s'agit de Périclès,
un jeune homme charismatique et ambitieux qui se destine à une carrière politique. Aspasie est intriguée par son intelligence vive et sa détermination. Elle sent en lui un potentiel exceptionnel. Périclès, de son côté, est fasciné par Aspasie. Il est séduit par son indépendance et son audace, si rares chez les femmes de son époque. Un sentiment nouveau l'envahit, une admiration mêlée d'un désir profond. Au fil de la soirée, leurs regards se croisent, leurs paroles s'entremêlent. Une complicité naît entre eux, faite d'admiration mutuelle et d'une attirance irrésistible. Aspasie se surprend à ressentir une émotion intense, une chaleur qui se répand dans tout son être. Alors que la nuit avance, les invités se retirent un à un. Périclès est le dernier à quitter la demeure d'Aspasie. Sur le seuil de la porte, il se tourne vers elle et lui prend la main. « Aspasie, » lui dit-il d'une voix douce, « je suis charmé par votre intelligence et votre beauté. J'aimerais vous revoir. » Aspasie, troublée par ces paroles, lui répond d'un sourire énigmatique. « Périclès, vous êtes le bienvenu chez moi quand vous le souhaitez. » Une nouvelle histoire d'amour est en train de naître dans l'ombre de l'Acropole. Une histoire qui bouleversera les conventions et laissera une marque indélébile sur Athènes. Mais derrière ce sourire enjôleur et ces paroles spirituelles, Aspasie porte en elle une blessure profonde, un passé sombre qu'elle tente d'oublier. Née à Milet, en Asie mineure, Aspasie a connu la guerre et la violence dès son plus jeune âge. Seuls quelques intimes perçoivent la fragilité qui se cache derrière sa façade de femme forte. Et si cette rencontre était pour elle une chance de guérir ses blessures et de trouver enfin le bonheur? Un soir, alors qu'elle flâne dans les rues animées d'Athènes, le regard d'Aspasie est attiré par une silhouette sombre et immobile. Un jeune homme est assis sur un muret, le regard perdu dans le vide. Ses vêtements sont usés, son visage est marqué par la fatigue et la souffrance. Qui est-il? Que fait-il là, seul et abandonné? C'est Lysandre, un jeune homme né dans l'ombre de la cité. Sa mère, elle-même prostituée, l'a abandonné dès sa naissance. Il a grandi dans la rue, livré à lui-même, connaissant la faim, le froid et la violence. Un destin tragique, comme tant d'autres dans cette Athènes brillante où la misère se cache derrière les temples et les statues. Aspasie repense à ses propres débuts, à cette condition féminine qui enferme tant de femmes dans un cycle de soumission et d'exploitation. Elle sait que la prostitution est une réalité complexe, un monde où se côtoient la beauté et la laideur, le plaisir et la douleur. Pour survivre, Lysandre a dû se prostituer dès son plus jeune âge. Il a connu les pires clients, les plus brutaux, les plus humiliants. Il a perdu toute illusion sur la nature humaine. Pauvre garçon, pense Aspasie, il n'a connu que la cruauté et l'indifférence. Aspasie est bouleversée par la détresse de Lysandre. Elle voit en lui un reflet de sa propre souffrance, de son propre passé. Une vague de compassion l'envahit. Elle décide de l'aider, de lui offrir une chance de s'en sortir. Aspasie tend la main à Lysandre, lui ouvrant les portes de sa maison et de son cœur. « Viens avec moi », lui dit-elle d'une voix douce. « Je vais t'aider. » Lysandre la regarde avec surprise et méfiance. « Pourquoi feriez-vous cela ?» murmure-t-il, la voix rauque. « Personne ne m'a jamais aidé. »« Je crois en toi », répond Aspasie avec un sourire. « Je sais que tu peux avoir une vie meilleure. » Lysandre, pour la première fois de sa vie, se sent accueilli et protégé. Aspasie lui offre un toit, des vêtements propres et de la nourriture. Elle lui apprend à prendre soin de lui, à se tenir droit, à regarder les gens dans les yeux. Elle lui apprend les bonnes manières, la lecture et l'écriture. Elle lui fait découvrir la beauté de la musique et de la poésie, l'emmenant aux représentations théâtrales et aux lectures publiques. Au fil des semaines, Lysandre s'épanouit. Il découvre un monde nouveau, un monde de savoir et de beauté. Il apprend avec avidité, posant 1000 questions sur tout ce qui l'entoure.
Il rit avec Aspasie, partage ses repas et ses pensées. Un soir, il lui offre un bouquet de fleurs sauvages qu'il accueillit lui-même, un geste timide et touchant qui remplit Aspasie de joie. Un lien profond se tisse entre eux, un lien né de la souffrance et de l'espoir. Mais leur relation ne tarde pas à susciter des jalousies. Certains clients d'Aspasie, habitués à ses attentions exclusives, voient d'un mauvais œil l'arrivée de Lysandre. « Qui est ce garçon ?» demande-t-il avec dédain. « Un amant ?» insinue-t-il avec malice. Aspasie ignore leurs remarques venimeuses, mais elle sent monter en elle une inquiétude grandissante. Périclès, lui aussi, est troublé par la présence de Lysandre. Lorsqu'il rend visite à Aspasie, il observe le jeune homme avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il remarque la complicité qui unit Aspasie et Lysandre, les rires qu'ils partagent, les longues conversations qu'ils ont ensemble. Une pointe de jalousie le ronge, même s'il sait qu'Aspasie n'a que de l'affection pour le jeune homme. « Qui est ce Lysandre ?» demande-t-il un jour à Aspasie, la voix empreinte d'une légère tension. Aspasie lui explique les origines de Lysandre et les raisons qui l'ont poussé à l'aider. Périclès écoute attentivement, touché par la générosité d'Aspasie, mais incapable de chasser complètement le sentiment d'inquiétude qui l'habite. Aspasie se retrouve au cœur d'une tempête. Va-t-elle réussir à protéger Lysandre et préserver son amour pour Périclès ? Le voile qui cache son âme se déchire et menace de se défaire complètement, révélant au grand jour ses faiblesses et ses secrets. Que va-t-il advenir d'elle et de ceux qu'elle aime ? Prisonnière de la Cité d'Or. Athènes, berceau de la démocratie, cité de lumière et de savoir, une prison dorée pour les femmes. Théano, malgré sa richesse et son statut social, se heurtait chaque jour au mur invisible de cette prison. Mariée jeune à Ariston, un homme beaucoup plus âgé qu'elle, elle vivait sous sa tutelle constante, étouffée par ses attentes et celles de la société. Chaque matin, elle devait demander la permission à son époux pour sortir de la maison, ne serait-ce que pour se rendre au temple ou visiter une amie. Ses journées étaient rythmées par les tâches domestiques et l'organisation des banquets, où elle devait se tenir silencieuse et invisible, se contentant d'observer les hommes débattre de politique et de philosophie. Même le choix de ses vêtements et de ses parures était soumis à l'approbation d'Ariston, qui veillait à ce qu'elles ne paraissent ni trop effacées, ni trop provocantes. Théano rêvait de liberté, de pouvoir s'instruire, de participer aux discussions, de choisir son propre destin, mais elle était prisonnière de sa condition de femme. Imaginez le sort des femmes restées seules, sans tuteur masculin, dans cette société où elles ne pouvaient ni posséder de biens, ni se représenter en justice, ni même se déplacer librement. La prostitution devenait alors, pour certaines, le seul moyen de subsistance. Elia, l'esclave contrainte à la prostitution, incarnait la forme la plus extrême de cette soumission féminine. Privée de tout droit, elle était la propriété de son maître, qui disposait de son corps comme bon lui semblait. Son histoire est un rappel brutal de l'esclavage et de la vulnérabilité des femmes dans cette société. Théano, cependant, refusait de se résigner à ce destin. Son amour pour Xénophon, le sculpteur, lui donnait la force de défier les conventions. Leur rencontre clandestine, dans l'atelier du jeune homme, était pour elle un espace de liberté et d'épanouissement. Mais un jour, la joie de leur rencontre se teinta d'inquiétude. Théano découvrit qu'elle était enceinte. Un enfant de l'amour, un enfant de la liberté, mais aussi un enfant du danger. Comment garder cet enfant, fruit d'une union illégitime? Comment échapper à la colère de son mari et au scandale qui menacerait sa famille? La joie de porter l'enfant de Xénophon se mêlait à une angoisse profonde. Théano se voyait piégée, sans issue. Anéantie par la peur, elle errait dans les rues d'Athènes, les larmes coulant sur son visage. Elle serrait son ventre de ses mains tremblantes, murmurant des mots incohérents à l'enfant qu'elle portait. Avorter? L'idée même lui était insupportable. S'enfuir? Mais où irait-elle, seule et sans ressources?
Un nom lui revint alors en mémoire, comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Aspasie. Cette femme, si différente des autres, qui avait réussi à s'imposer dans un monde d'hommes. On disait qu'elle était belle, intelligente, influente, qu'elle conseillait les plus grands hommes politiques et qu'elle accueillait chez elle les artistes et les philosophes. Mais on disait aussi qu'elle avait un grand cœur et qu'elle aidait les femmes en difficulté. Théano se dirigea vers le quartier du Céramique, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais osé s'aventurer dans ce quartier mal famé où se trouvaient les maisons closes et les ateliers des artisans. Mais aujourd'hui, le besoin d'aide était plus fort que la peur. Elle arriva devant la demeure d'Aspasie, reconnaissable à son architecture élégante et aux torches qui éclairaient l'entrée. Des rires et de la musique s'échappaient des fenêtres ouvertes. Théano hésita un instant, intimidé par ce lieu inconnu et par l'idée de rencontrer cette femme légendaire. Elle ressentait un mélange de curiosité, d'espoir et d'appréhension. Et si Aspasie refusait de l'aider? Et si elle la jugeait, la méprisait? Prenant son courage à deux mains, Théano franchit le seuil. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse et festive. Des hommes de tous horizons discutaient et buvaient, captivés par la beauté et l'esprit d'Aspasie. Théano, intimidé, se tenait à l'écart, observant la scène avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle cherchait du regard Aspasie, cette femme qui représentait son dernier espoir. Aspasie, perceptive, remarque la jeune femme isolée, à l'air affligé. Intriguée, elle s'approche d'elle avec un sourire bienveillant. « Bienvenue chez moi », dit-elle d'une voix douce. « Puis-je vous offrir quelque chose ?» Théano, surprise par cet accueil chaleureux, balbutie quelques mots de remerciement. Aspasie la conduit vers un coin plus calme de la pièce et l'invite à s'asseoir. « Vous semblez triste », remarque-t-elle avec douceur. « Voulez-vous me parler de ce qui vous tracasse ?» Théano, d'abord réticente, se laisse peu à peu aller à la confidence. Les paroles se bousculent sur ses lèvres, libérant un flot d'émotions contenues. Elle raconte son histoire, ses amours clandestines avec Xénophon, sa grossesse et son désespoir. Elle parle de sa peur de la colère d'Ariston, du scandale qui risque d'éclater, de l'avenir incertain de son enfant. Parfois sa voix se brise et les larmes montent à ses yeux. Mais le regard attentif et compréhensif d'Aspasie l'encourage à continuer. Aspasie écoute avec attention, touchée par la sincérité et la vulnérabilité de Théano. Elle comprend le dilemme de la jeune femme, prise au piège des conventions sociales. Elle ressent de la compassion pour elle, mais aussi de l'admiration pour son courage et sa détermination. « Ne vous inquiétez pas », dit-elle à Théano en lui prenant la main. « Je vais vous aider à trouver une solution. » Aspasie, fidèle à sa parole, se mit au travail sans tarder. Elle connaissait bien Ariston, l'époux de Théano, un homme vaniteux et avide de pouvoir, mais aussi sensible à l'influence des dieux et aux prophéties. Elle décida d'user de toute sa persuasion pour le convaincre d'accepter l'enfant. « Ariston, » lui dit-elle un jour, l'air grave, « j'ai appris une nouvelle qui vous concerne. Une prophétie a été annoncée à Delphes concernant votre famille. » Ariston, intrigué, la pressa de lui en dire plus. « Il est dit que votre épouse donnera naissance à un fils exceptionnel, un enfant qui apportera gloire et prospérité à votre lignée. » Aspasie marqua une pause, observant le visage d'Ariston s'illuminer. « Cet enfant, poursuivit-elle, sera un don des dieux, un signe de leur faveur. Il est important de l'accueillir avec joie et gratitude. » Ariston, flatté et superstitieux, commença à envisager la situation sous un nouveau jour. Aspasie, profitant de son hésitation, ajouta « Il serait dommage de rejeter un tel cadeau du destin, n'est-ce pas? Imaginez ce que les gens diraient si vous répudiiez votre épouse et son enfant. On vous accuserait d'ingratitude envers les dieux et votre réputation en souffrirait. » Aspasie jouait sur les faiblesses d'Ariston, sa vanité, sa superstition et sa peur du qu'en dira-t-on.
Elle savait que pour un homme comme lui, l'apparence et l'honneur étaient plus importants que la vérité. Pour renforcer son argumentation, Aspasie avait pris soin de soudoyer un prêtre de Delphes, réputé pour ses prophéties et son influence spirituelle. Le prêtre, en échange d'une généreuse récompense, confirma la prophétie à Aristone, ajoutant que l'enfant était destiné à de grandes choses. Face à ces arguments et à la volonté divine, Aristone finit par céder. Il accepta de reconnaître l'enfant comme le sien et organisa de grandes festivités pour célébrer la naissance de son héritier. Théano donna naissance à un fils, qu'elle nomma Léandre. Elle était soulagée et reconnaissante envers Aspasie, qui avait su la sauver du déshonneur et de la misère. Mais alors que les festivités battaient leur plein et que les rires résonnaient dans la demeure d'Aristone, une ombre de doute planait sur le visage d'Aspasie. Était-ce vraiment une victoire? Avait-elle simplement remplacé un mensonge par un autre? Le poids de ses actions pesait sur sa conscience. Elle se demandait si, en manipulant la vérité, elle n'avait pas trahi ses propres idéaux de liberté et de justice. La nuit étoilée s'étendait sur Athènes, indifférente aux tourments des hommes. Dans sa luxueuse demeure, Aspasie contemplait le ciel, l'esprit en proie à une mélancolie inhabituelle. Les éclats de rire et les conversations animées des invités s'étaient tus, laissant place à un silence pesant. Aspasie était seule, entourée de ses richesses et de ses serviteurs, mais un vide douloureux l'habitait. Elle repensa à la soirée qui venait de s'achever, aux regards avides qui s'étaient posés sur elle, aux paroles flatteuses qui n'avaient pas réussi à apaiser sa soif d'amour véritable. Elle avait joué son rôle à la perfection, celui de l'étaïr brillante et spirituelle, mais derrière ce masque se cachait une femme blessée. Des images de son passé refirent surface. La violence des soldats perses, l'humiliation de l'esclavage, la perte de ses parents. Soudain, la porte s'ouvrit et une jeune servante, Mélissa, entra dans la pièce. « Maîtresse, » dit-elle timidement, « souhaitez-vous prendre un bain chaud avant de vous coucher ?» Aspasie refusa d'un geste las. « Non, Mélissa, merci. Viens plutôt t'asseoir auprès de moi, j'ai besoin de parler. » Mélissa, surprise par cette invitation inhabituelle, s'approcha timidement et s'assit sur un tabouret au pied du lit d'Aspasie. « Dis-moi, Mélissa, » commença Aspasie, « qu'est-ce que le bonheur pour toi ?» La jeune servante hésita, surprise par cette question. « Le bonheur, maîtresse ? C'est avoir une famille, un foyer où l'on se sent en sécurité, et bien sûr, l'amour. » Aspasie sourit tristement. « Tu as raison, Mélissa. Mais le destin ne nous permet pas toujours d'atteindre ce bonheur simple et profond. » Et elle se confia à Mélissa, lui racontant son enfance difficile, sa condition d'étrangère à Athènes, son impossibilité de se marier avec l'homme qu'elle aimait. Elle lui avoua ses doutes et ses peurs, son sentiment de solitude et sa quête d'un amour véritable. « Je suis prisonnière de ma condition, Mélissa, » conclut-elle avec amertume. « Une prison dorée, certes, mais une prison quand même. » Mélissa écoutait avec attention et compassion. Elle était touchée par la confiance que lui accordait Aspasie. « Mais maîtresse, » répondit-elle avec admiration, « vous êtes si forte, si intelligente. Vous avez tant d'influence sur les hommes les plus puissants d'Athènes. » Aspasie lui souriait avec gratitude. « Tu as raison, Mélissa. Je ne dois pas me laisser abattre. Je vais utiliser mon influence pour changer les choses, pour défendre mes idéaux. » Mélissa quitta la pièce, laissant Aspasie seule avec ses pensées. La jeune femme se leva et se dirigea vers la terrasse, d'où elle dominait la cité endormie. Athènes, berceau de la démocratie, cité de lumière et de savoir, mais aussi cité d'injustice et d'inégalité. Aspasie repensa aux paroles de Mélissa, à son propre désir de bonheur et de liberté. Elle se rendit compte que sa condition d'étaïr, aussi privilégiée soit-elle, était une forme de prison dorée. Elle était libre de fréquenter les hommes les plus puissants, de participer aux discussions philosophiques,
d'influencer les décisions politiques, mais elle restait exclue de la citoyenneté, privée des droits fondamentaux accordés aux hommes. Elle ne pouvait voter, posséder de biens, se défendre en justice. Et surtout, elle ne pouvait épouser l'homme qu'elle aimait. Une révolte grandit en elle, un refus de se soumettre à cette injustice. Elle décida de ne plus se contenter d'être une spectatrice passive des événements politiques. Elle voulait agir, prendre la parole, défendre ses idéaux. Elle utiliserait son intelligence, son charme, son influence pour promouvoir la cause des femmes, pour réclamer plus de justice et d'égalité. Elle savait que la tâche serait difficile. Les préjugés étaient profondément ancrés dans la société athénienne. Mais Aspasie n'était pas une femme à reculer devant les obstacles. Elle avait surmonté bien des épreuves dans sa vie. Elle avait la force et la détermination nécessaires pour mener ce combat. Quelques jours plus tard, Aspasie recevait Périclès dans son salon. Le soleil couchant embrase l'acropole de ses derniers rayons, peignant le ciel athénien de couleurs flamboyantes. Mais dans une modeste maison du quartier du Céramique, l'ombre de la nuit s'abat déjà sur Hélia, l'esclave prostituée. Son corps porte les marques de la brutalité des hommes. Son âme est hantée par les humiliations quotidiennes. Pourtant, dans ses yeux brille encore une lueur d'espoir, un refus de se laisser anéantir. Un jour, se promet-elle, elle sera libre. Elle aura une petite maison à elle, un jardin rempli de fleurs, et plus jamais personne ne la touchera sans son consentement. Soudain, un bruit de pas léger et une voix enjouée viennent rompre le silence. C'est Philotis, la fille aînée de la maîtresse de maison, qui revient du marché. Âgée d'une quinzaine d'années, elle est promise à un riche citoyen et se prépare au mariage, un avenir radieux qui contraste cruellement avec celui d'Hélia. « Hélia » lance Philotis en lui tendant un panier rempli de fruits et de légumes. « Ma mère m'a demandé de t'apporter cela. Elle espère que tu reprendras des forces. » Hélia la remercie d'un signe de tête, le cœur serré. « Tu es bien gentille, Philotis. »« Oh, ce n'est rien !» répond la jeune fille avec un sourire éclatant. « Le marché était si animé aujourd'hui. J'ai acheté des rubans pour mes cheveux et une nouvelle tunique brodée. Et j'ai mangé des gâteaux au miel. J'ai même aperçu Lysandre. Tu te souviens de lui? Ce jeune homme qui est venu ici il y a quelques semaines ?» Hélia fronce les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Lysandre? Oui, je crois me souvenir. Il était différent des autres. Plus doux, plus respectueux. » Ses yeux avaient croisé ceux de Lysandre ce jour-là, et pour la première fois depuis longtemps, une étincelle de curiosité, voire d'espoir, brilla dans son regard. « Oui, c'est lui !» s'exclame Philotis. « Il discutait avec des hommes, près de la fontaine. Il avait l'air si sérieux. On dirait qu'il a des soucis. » Les paroles de Philotis réveillent en Hélia une inquiétude soudaine. Des soucis? Quels soucis pouvait bien avoir ce jeune homme? Était-il malade? Avait-il des problèmes avec sa famille? Elle se reproche de ne pas lui avoir demandé plus de choses ce jour-là, de ne pas avoir essayé de mieux le connaître. Elle se sent étrangement liée à lui, comme si leur destin était uni par un fil invisible. Un soir, alors qu'elle se prépare à recevoir un nouveau client, elle surprend une conversation entre sa maîtresse et un homme à l'allure patibulaire. Cachée derrière un rideau, elle entend des bribes de phrases qui la glacent d'effroi. « Lysandre, dette, prison, danger !» Hélia se sent faiblir. Lysandre en prison? Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait? Une colère impuissante monte en elle, contre l'injustice du monde, contre sa propre condition qui la rend si vulnérable. Elle serre les poings, les ongles s'enfonçant dans sa paume. « Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas le laisser croupir en prison. » Hélia décide de se renseigner auprès des autres prostituées de la maison. Ensemble, elles seront plus fortes. Elle sait que certaines d'entre elles fréquentent des milieux divers, qu'elles ont des amants influents,
qu'elles connaissent les ruelles sombres et les secrets de la cité. Peut-être pourront-elles l'aider à sauver Lysandre. La nuit venue, lorsque la maison close s'anime et que les clients se pressent aux portes, Elia trouve un moment pour s'isoler avec quelques-unes de ses compagnes. Elle leur confie ses inquiétudes au sujet de Lysandre et leur demande de l'aider. Les autres prostituées, touchées par son histoire et curieuses d'en savoir plus sur ce jeune homme qui semble avoir marqué Elia, acceptent de se renseigner. « Ne t'inquiète pas, Elia, » dit l'une d'elles. « Nous allons t'aider. »« Nous sommes ensemble dans cette galère, » ajoute une autre, « et nous ne te laisserons pas tomber. » Chacune d'elles active son réseau de contacts. L'une interroge un marchand ambulant qui parcourt la ville, l'autre se rapproche d'un garde de la prison connu pour son goût pour le vin et les commérages. Une autre encore se rend au marché aux esclaves où les nouvelles circulent vite. Elles savent qu'elles prennent des risques, car s'immiscer dans les affaires des citoyens peut leur attirer des ennuis. Mais la solidarité qui les unit est plus forte que la peur. Glykéra met en œuvre tout son art de la séduction pour amadouer Démosthène. Elle lui décrit la situation injuste de Lysandre, ce jeune homme victime de la malchance et de la cruauté des usuriers. Elle insiste sur sa beauté, sa gentillesse et son désespoir. « Il est si jeune, si fragile », murmure-t-elle d'une voix triste, « et il risque de mourir en prison si personne ne l'aide. » Mais Démosthène est un homme difficile à convaincre. Il est riche et puissant, habitué à ce qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil. Il ne se soucie guère du sort d'un jeune homme pauvre et inconnu. « Pourquoi devrais-je m'en mêler ?» répond-il avec indifférence. « Ce n'est pas mon affaire. » Glykéra ne se décourage pas. Elle utilise toutes ses armes, ses charmes, son intelligence, sa persuasion. Elle lui fait comprendre que son intervention lui vaudrait la reconnaissance et l'admiration de tous, qu'il serait vu comme un homme généreux et juste. Elle lui promet une récompense plus personnelle, une nuit d'amour inoubliable. Un soir, après une nuit passée avec Glykéra, Démosthène prend une décision. Il va user de son influence et de sa fortune pour libérer Lysandre. Il contacte des magistrats corrompus, fait pression sur les créanciers et obtient la libération du jeune homme. Lysandre, amaigri et affaibli par son séjour en prison, le corps couvert d'échymoses, s'effondra dans les bras d'Elia, murmurant des mots de remerciement entrecoupés de sanglots. « Je ne sais comment vous remercier, » dit-il d'une voix faible. « Vous m'avez sauvé la vie. » Elia le serra contre elle, le cœur débordant de joie et de soulagement. « Nous sommes heureuses de te revoir parmi nous, Lysandre, » répondit-elle avec tendresse. « Tu es l'un des nôtres maintenant. » Les autres prostituées se pressèrent autour de lui, l'accueillant avec des sourires et des paroles chaleureuses. « Tu es de retour parmi nous, Lysandre. Nous savions que tu t'en sortirais. Tu es un brave garçon. » Lysandre, ému aux larmes, les remercia toutes une par une. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, » dit-il avec gratitude. « Vous êtes les seuls vrais amis que j'ai jamais eus. » Il demanda des nouvelles d'Aspasie, qui ignorait ses récentes mésaventures. « Elle est en voyage, » lui répondirent-elles. « Mais elle sera ravie d'apprendre que tu es libre. » Alors que Lysandre se remettait lentement de ses épreuves, entouré de l'affection et de la solidarité des prostituées, Athènes s'apprêtait à célébrer ses dieux avec faste et ferveur. Les rues s'animaient, les temples se parent de leurs plus beaux atours, et l'air vibrait au rythme des chants et des prières. Mais derrière cette piété ostensible, dans l'ombre des sanctuaires, se cachaient des pratiques plus anciennes, plus mystérieuses, où le sacré et le charnel se mêlaient intimement. La prostitution sacrée, héritage d'un passé lointain, continuait de fasciner et de scandaliser les Athéniens. Les servantes des dieux. Athènes, ville de lumière et de savoir, est aussi une cité profondément religieuse. À l'approche des thesmophories, fêtes en l'honneur de Déméter, les temples s'élèvent fièrement vers le ciel,
blanc et majestueux, témoignant de la ferveur des Athéniens. Les dieux et les déesses veillent sur le destin des hommes. Zeus, le roi des dieux, trône sur l'Olympe, veillant sur l'ordre du monde. Héra, sa jalouse épouse, protège le mariage et la famille. Apollon, dieu de la lumière et des arts, inspire les poètes et les musiciens. Artémis, la chasseresse sauvage, parcourt les forêts avec son arc et ses flèches. Poséidon, le maître des océans, fait trembler la terre de son trident. Et bien sûr, Athéna, déesse de la sagesse et protectrice de la cité, occupe une place privilégiée dans le cœur des Athéniens. Mais dans l'ombre des cérémonies officielles, des sacrifices et des processions, un autre culte se pratique, plus ancien et plus mystérieux, celui de la prostitution sacrée. Une tradition héritée des temps anciens, où la religion et la sexualité étaient intimement liées. Dans certaines cultures, on croyait que l'acte sexuel pouvait favoriser la fertilité, apaiser les dieux, guérir les maladies. En Grèce, la prostitution sacrée avait pris différentes formes. Dans certains temples, les hiérodules étaient considérées comme les épouses des dieux, et leur relation avec les fidèles était perçue comme un mariage symbolique. Dans d'autres, elles étaient vues comme des servantes des dieux, offrant leur corps en sacrifice. Le temple d'Aphrodite sur l'Acrocorinthe, perché sur une colline rocheuse dominant la mer Égée, était l'un des lieux les plus célèbres pour la pratique de la prostitution sacrée. Des centaines d'hiérodules y officiaient, attirant des hommes de tous horizons venus chercher les faveurs de la déesse de l'amour. On disait que les nuits étaient animées dans l'enceinte sacrée, que les rires et les gémissements se mêlaient aux chants et à la musique. Les hiérodules, parés de bijoux et de fleurs, dansaient sous la lumière des torches, leur corps ondulant comme les vagues de la mer. Rhodope soupire, son cœur lourd de mélancolie. Elle contemple le ciel à travers la fenêtre de sa petite chambre, un ciel d'un bleu intense qui lui rappelle la liberté dont elle est privée. Elle sait que sa vie est consacrée à la déesse, que son corps n'est qu'un instrument au service du culte. L'amour, le vrai, lui est interdit. Elle revoit le visage de sa mère, le jour où elle l'a conduite au temple, les larmes aux yeux. Elle avait à peine 10 ans. « Tu seras l'épouse des dieux », lui avait-elle dit, « et tu apporteras la bénédiction à notre famille. » Rhodope n'avait rien compris alors, mais elle avait senti la tristesse de sa mère, un pressentiment de la vie qui l'attendait. Un jour, un jeune homme nommé Alcibiade, célèbre pour sa beauté et son audace, se présente au temple d'Aphrodite. Il est grand et athlétique, avec des cheveux blonds et bouclés et des yeux d'un bleu profond. Il dégage une aura de confiance et de séduction qui ne laisse pas indifférent. Il s'approche de Rhodope avec un sourire charmeur. « J'ai entendu parler de votre beauté et de votre piété, » lui dit-il d'une voix douce. « Je souhaite vous offrir mes respects et mes prières. » Rhodope est troublée par son regard intense et ses paroles flatteuses. Elle sent son cœur battre plus vite, une sensation nouvelle et inconnue. Rhodope, la jeune hiérodule, se prépare pour le rituel du soir. Dans la chambre attenante au temple d'Aphrodite, elle se dévêt lentement, laissant glisser sa tunique de lin blanc sur le sol froid comme une dalle de tombeau. Elle frissonne légèrement en sentant la fraîcheur du marbre sous ses pieds nus. Le parfum enivrant des encens qui brûlent dans le temple lui parvient par bouffées, mélangé à l'odeur sucrée des fleurs fraîches qui ornent l'autel. Elle est belle, mais son regard est voilé de tristesse. Elle pense à Alcibiade, à son sourire irrésistible, à ses paroles enflammées. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue », lui avait-il dit. « Je veux te connaître vraiment, pas seulement comme une hiérodule. » Le rituel commence. Rhodope se pare de bijoux en or et de pierres précieuses, puis elle se parfume d'essences rares et coûteuses. Elle se rend dans la salle principale du temple, où l'attendent les fidèles. Des chants s'élèvent, accompagnés par la musique des lyres et des flûtes. Les prêtres invoquent la déesse,
leur voix grave résonnant sous les voûtes du temple. Rhodope commence sa danse sacrée, ses mouvements fluides et sensuels captivant l'attention de tous. Elle tournoie sur elle-même, ses bras s'élevant comme des ailes de colombe, ses pieds nus glissant sur le marbre poli. Son corps semble irradier une lumière divine, une aura de beauté et de pureté. Alcibiade, le jeune homme qui a troublé son cœur, est là, au premier rang. Ses yeux brillent d'admiration et de désir. Il ne quitte pas Rhodope des yeux, fasciné par sa grâce et sa beauté. Rhodope sent son cœur battre plus vite, une bouffée de chaleur monte à ses joues. Elle ne peut ignorer l'attirance qu'elle éprouve pour lui, une attirance interdite et dangereuse. Leurs regards se croisent à travers la foule, et une étincelle passe entre eux, un mélange de désir et de crainte. Le rituel se poursuit. Les hommes s'approchent de Rhodope, un à un, déposant à ses pieds des offrandes de fruits, de fleurs et de monnaie. Ils murmurent des prières à la déesse, implorant sa bénédiction et sa protection. Rhodope s'abandonne à eux avec un sourire forcé, son esprit hanté par l'image d'Alcibiade. Elle sent le poids des regards qui la déshabillent, les mains qui la touchent avec avidité. Elle se sent prisonnière de son rôle, de sa condition d'hiérodule. Chaque homme qui la possède est un rappel de sa perte de liberté, de son incapacité à choisir son propre destin. La nuit tombe sur le temple. Les derniers fidèles s'en vont, emportant avec eux leurs rêves et leurs désirs assouvis. Rhodope, épuisée et triste, se retire dans sa chambre. Elle ôte ses bijoux, ses parures, et se glisse sous des draps frais. Mais le sommeil ne vient pas. Elle se sent vide et souillée. Elle rêve d'une vie simple et heureuse, où elle pourrait aimer et être aimée librement, loin des regards lubriques et des rituels sacrés. Elle rêve d'Alcibiade, de ses yeux bleus et de son sourire tendre. Elle imagine ses mains la caressant avec amour, ses lèvres murmurant des mots doux à son oreille. Elle se voit fuyant avec lui, loin du temple, loin d'Athènes, vers une terre où ils pourraient vivre leur amour en paix. Le lendemain matin, Rhodope se réveille avec un sentiment de malaise. Elle repense à la nuit précédente, au rituel, à Alcibiade. Elle se sent déchirée entre son devoir envers la déesse et son attirance pour le jeune homme. Elle se demande si elle pourra continuer à vivre ainsi, à offrir son corps aux hommes sans jamais connaître l'amour véritable. Elle décide d'aller se promener dans les jardins du temple pour essayer de calmer ses pensées. Le soleil brille, les oiseaux chantent, les fleurs embaument l'air. Mais Rhodope ne parvient pas à apprécier la beauté de la nature. Son esprit est en proie au doute et à l'inquiétude. Soudain, elle aperçoit Alcibiade qui se promène à l'ombre d'un cyprès. Il l'a aperçue aussi et se dirige vers elle avec un sourire. « Rhodope, lui dit-il, je suis heureux de vous retrouver. J'ai pensé à vous toute la nuit. » Rhodope est troublée par ces paroles. Elle baisse les yeux, ne sachant que répondre. « Alcibiade, murmure-t-elle, vous ne devriez pas me parler ainsi. Je suis une hiérodule, consacrée à la déesse. Je ne peux pas vous appartenir. »« Je sais, » répond Alcibiade, « mais je ne peux m'empêcher de penser à vous. Votre beauté, votre grâce, votre douceur m'ont ensorcelée. Je vous en prie, accordez-moi un moment d'intimité, loin des regards indiscrets. Je veux vous connaître, vous parler, vous comprendre. » Rhodope hésite. Elle sait qu'elle ne devrait pas céder à la tentation, mais la curiosité et le désir sont plus forts qu'elle. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais nous devons être prudents. Si les prêtres nous surprenaient ensemble, nous serions sévèrement punis. » Il se retire dans un coin reculé des jardins, à l'abri des regards. Il s'assoit sur un banc de pierre, à l'ombre d'un olivier. Alcibiade prend la main de Rhodope et la regarde tendrement. « Rhodope, lui dit-il, vous êtes la femme la plus belle et la plus pure que j'ai jamais rencontrée. Je vous aime. » Rhodope est bouleversée par ces paroles. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle sent les larmes monter à ses yeux. « Alcibiade, murmure-t-elle,
je vous aime aussi. » Ils s'embrassent alors avec passion, oubliant le monde qui les entoure, les conventions sociales, les interdits religieux. Ils ne sont plus une hiérodule et un fidèle, mais un homme et une femme qui s'aiment. Leur amour est un sacrilège, une profanation du culte divin. Mais il est aussi une affirmation de leur liberté, de leur droit au bonheur. Rhodope et Alcibiade défient les dieux et les hommes par leur passion interdite. Ils savent que leur amour est fragile, menacé par la colère divine et la réprobation sociale. Mais ils sont prêts à tout risquer pour vivre leur amour au grand jour. Rhodope est bouleversée par ces paroles. Elle hésite entre la peur et l'espoir. Peut-elle vraiment croire aux promesses d'Alcibiade? Peut-elle oser rêver d'une vie nouvelle? Des images se bousculent dans sa tête. Une petite maison blanche au bord de la mer, des enfants jouant dans le jardin, des soirées passées auprès du feu avec Alcibiade. Mais aussitôt, le doute revient. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Si elle était rejetée par la société? Les paroles d'Alcibiade résonnent en elle comme une promesse de liberté. Pour la première fois, elle ose imaginer une vie différente, une vie où elle pourrait choisir son destin. Lui, le jeune homme le plus convoité d'Athènes, s'éprend d'elle, une simple hiérodule. Il lui promet de l'arracher à sa condition, de l'épouser. Mais Rhodope sait que ce mot « épouser » ne doit pas être pris au sens littéral. Dans la société athénienne, le mariage avec une prostituée, qu'elle soit sacrée ou non, est impensable. Les femmes, en général, ont un statut inférieur à celui des hommes. Elles sont considérées comme des êtres dépendants, destinés à la procréation et aux tâches domestiques. Elles ne peuvent ni voter, ni posséder de biens, ni se défendre en justice. Leur vie est soumise à l'autorité d'un homme, père, frère ou mari. Quant aux prostituées, elles sont reléguées au bas de l'échelle sociale, exclues de la vie civique de la cité. Elles sont considérées comme impures, indignes de participer aux rituels religieux et aux cérémonies publiques. Alcibiade, en promettant d'épouser Rhodope, lui offre en réalité une vie en union libre, loin du temple et de ses obligations. Il lui propose de devenir sa compagne, sa maîtresse, de partager sa vie et son lit, mais sans le cadre légal et social du mariage. C'est déjà beaucoup pour une hiérodule, une chance inespérée de connaître l'amour et la liberté. Rhodope, malgré ses doutes et ses craintes, se laisse envahir par l'espoir. Elle imagine une vie loin du temple, loin des regards lubriques et des attouchements forcés. Une vie où elle pourrait aimer et être aimée pour elle-même, et non pour son corps et son rôle sacré. Elle pourrait se promener librement dans les rues, aller au marché, assister aux représentations théâtrales, recevoir des amis chez elle, mais elle sait que cette liberté a un prix. Quitter le temple, c'est renoncer à la protection de la déesse, braver les conventions sociales, affronter le regard réprobateur de la société. Et si Alcibiade se lassait d'elle? Si ses promesses n'étaient que des paroles en l'air? Serait-elle capable de se débrouiller seule, sans la sécurité du temple? Rhodope est tiraillée entre son désir de liberté et la peur de l'inconnu. Alcibiade, sentant ses hésitations, la presse de prendre une décision. « Rhodope, » lui dit-il en la prenant dans ses bras, « ne laisse pas la peur te paralyser. Fais-moi confiance. Je t'aime et je veux te rendre heureuse. » Il lui propose de s'enfuir avec lui dès la nuit prochaine. Il a tout prévu. Un char les attendra près du temple et ils rejoindront une villa isolée où ils pourront vivre à l'abri des regards. Rhodope, le cœur battant à tout rompre, accepte. Elle est prête à tout pour connaître l'amour et la liberté, même si cela doit lui coûter sa place au temple et la protection de la déesse. « Je te suis, Alcibiade », murmure-t-elle, les yeux brillants d'espoir et d'amour. La nuit choisie pour l'évasion arrive. Une lune voilée éclaire faiblement les rues d'Athènes, plongeant la cité dans une atmosphère inquiétante. Des ombres furtives se glissent dans les ruelles sombres, et le silence est seulement troublé par le ululement lointain d'une chouette. Rhodope,
le cœur battant à tout rompre, se glisse hors du temple. Elle a revêtu une simple tunique sombre et dissimulé ses cheveux sous un voile. Elle emporte avec elle quelques pièces d'or, ses seules richesses, et le pendentif offert par Alcibiade, gage de son amour et de sa promesse. Elle se dirige d'un pas rapide vers le lieu de rendez-vous, une ruelle sombre située à l'arrière du temple. Alcibiade l'attend là, impatient et nerveux. Un char est prêt au départ, conduit par un esclave discret et fidèle. « Rhodope, tu es là !» s'exclame-t-il en la prenant dans ses bras. « J'ai eu si peur que tu ne viennes pas. » Sans un mot, il monte à bord du char et s'éloigne rapidement du temple. Rhodope se retourne une dernière fois pour contempler les colonnes blanches qui se dressent dans la nuit. Elle ressent un pincement au cœur, un mélange de tristesse et d'excitation. Elle quitte le seul monde qu'elle ait jamais connu, mais elle s'élance vers une vie nouvelle, pleine de promesses et d'incertitudes. Le char file à toute allure dans les rues désertes d'Athènes, puis s'engage sur une route qui s'éloigne de la cité. Rhodope se blottit contre Alcibiade, cherchant du réconfort dans ses bras. Elle se sent à la fois apeurée et enivrée par cette liberté nouvelle. Le vent froid de la nuit lui fouette le visage, et les étoiles brillent au-dessus d'elle comme autant de promesses de bonheur. Alors que le char s'éloigne d'Athènes, Rhodope est envahie par un sentiment d'angoisse. A-t-elle fait le bon choix? Va-t-elle le regretter? Elle pense à la déesse Aphrodite, à sa colère possible. Elle pense aux prêtres, aux autres hiérodules, à la vie qu'elle abandonne. Mais elle pense aussi à Alcibiade, à son amour, à la liberté qu'il lui offre. Et elle se dit que l'amour est plus fort que la peur, que le bonheur vaut tous les sacrifices. Soudain, des cris se font entendre au loin. Des torches apparaissent dans la nuit, s'agitant comme des lucioles maléfiques. Une des prêtresses du temple, jalouse de la beauté et du succès de Rhodope, a découvert sa disparition et a donné l'alerte. Les gardes se lancèrent à leur poursuite, déterminés à ramener la jeune hiérodule au temple et à punir celui qui l'a enlevée. « Plus vite !» crie Alcibiade au cocher. Le char s'emballe, dévalant la route à une vitesse vertigineuse. Les roues crissent sur les pavés, les chevaux hennissent d'effroi, et le vent froid de la nuit fouette les visages des fuyards. Rhodope se serre contre Alcibiade, le cœur battant la chamade. Vont-ils réussir à échapper à leurs poursuivants? La course-poursuite s'engage, haletante et dangereuse. Le char bondit sur les ornières, manquant de se renverser à chaque virage. Les gardes se rapprochent, leurs cris de colère résonnent dans la nuit. Alcibiade se retourne et aperçoit les torches qui se rapprochent dangereusement. Il sent monter en lui une bouffée d'adrénaline. Il ne laissera personne lui arracher Rhodope. Il la protégera au péril de sa vie. Le char arrive à un virage serré. Le cocher tire sur les rênes, mais les chevaux, affolés par la vitesse et les cris, dérapent sur les pavés humides. Le char tangue violemment, et Rhodope, surprise, perd l'équilibre et bascule par-dessus bord. « Rhodope !» hurle Alcibiade. Il se précipite pour la rattraper, mais il est trop tard. Rhodope gît inanimée sur le bord de la route. Alcibiade saute du char et se jette à ses côtés, le cœur brisé. Il la prend dans ses bras, la suppliant de se réveiller. « Rhodope, parle-moi, ouvre les yeux. » Mais Rhodope ne répond pas. Son corps est froid, son visage est pâle comme le marbre. Alcibiade comprend qu'elle est morte. Un cri de douleur s'échappe de sa gorge, un cri qui déchire la nuit. Les gardes arrivent et encerclent Alcibiade. Ils le regardent avec un mélange de colère et de mépris. « Tu vas payer pour ce sacrilège », dit l'un d'eux en crachant à ses pieds. « Tu as profané le temple et causé la mort de cette fille. » Alcibiade, aveuglée par la douleur, ne remarque même pas l'arrivée des gardes. Il se laisse tomber à genoux auprès de Rhodope, son corps sans vie reposant sur ses cuisses. Il prend son visage entre ses mains, comme pour la réveiller d'un mauvais rêve. « Rhodope! Rhodope !» crie-t-il, sa voix brisée par le désespoir. « Non, ce n'est pas possible! Reviens-moi !» Il colle son oreille contre sa poitrine, espérant entendre un battement de cœur,
Mais il n'y a que le silence, un silence glacial qui lui glace le sang. Les gardes le fixent avec un mélange de curiosité morbide et de satisfaction cruelle. Voilà ce qui arrive au sacrilège. Crache l'un d'eux. La déesse a puni cette fille pour sa trahison. Un autre garde, plus âgé et plus humain, pose une main sur l'épaule de son camarade. « Tais-toi » lui dit-il à voix basse. « Laisse-le faire son deuil. » Alcibiade, indifférent à leur présence, serre Rhodope contre lui et pleure sa mort. Il caresse ses cheveux noirs, déjà froids, et embrasse ses lèvres inertes. Il murmure des paroles d'amour et de désespoir que seul le vent emporte dans la nuit. « Je t'aime, Rhodope, » soupire-t-il. « Pardonne-moi, je n'ai pas su te protéger. » Le pendentif qu'il lui avait offert, gage de son amour et de sa promesse de liberté, brille faiblement sur sa poitrine inanimée. Un symbole d'espoir brisé, un témoignage d'un amour fauché en plein vol. Les gardes, mal à l'aise face à cette douleur qui les dépasse, finissent par se retirer à l'écart, murmurant entre eux. Alcibiade reste seule avec Rhodope, sous le ciel étoilé, dans le silence glacial de la nuit. Il ne sait pas ce qu'il va devenir, maintenant qu'elle n'est plus là. Il ne sait que pleurer et l'aimer, pour l'éternité. Le lendemain, la nouvelle de la mort de Rhodope se répand dans Athènes comme une traînée de poudre. Au temple d'Aphrodite, les prêtres sont sous le choc. Certains y voient une punition divine, une vengeance de la déesse trahie. D'autres plaignent le sort de la jeune Hiérodule, victime de sa beauté et de l'amour d'un homme. Quant à Alcibiade, il disparaît d'Athènes, hanté par le souvenir de Rhodope. Les servantes de la cité, les sirènes du céramique. Le soleil disparaît derrière les collines et les ombres s'allongent sur Athènes comme des créatures mystérieuses qui s'éveillent après une longue dormance. Dans le quartier du céramique, bordé d'ateliers de potiers où l'argile prend vie sous les mains habiles des artisans, une autre vie s'éveille. Ce quartier, situé à l'extérieur des murs de la cité, près de la porte d'Hippilon, se métamorphose à la tombée de la nuit. L'atmosphère change, les rues s'emplissent d'une foule bigarrée, citoyens en quête de divertissement, étrangers de passage, marchands fortunés, esclaves en liberté provisoire. Tous se pressent vers les tavernes bruyantes, d'où s'échappent des rires gras et des chants avinés, et vers les maisons closes discrètes qui bordent les ruelles étroites, leurs portes entr'ouvertes laissant échapper des soupirs et des gémissements. C'est là que se dévoilent les sirènes du céramique, ces femmes qui attirent les hommes comme les récifs attirent les marins égarés. Leurs voix mélodieuses s'élèvent dans la nuit, promettant des plaisirs interdits et des extases oublieuses. Leurs regards brillent comme des étoiles dans l'obscurité, et leurs corps se déhanchent avec une grâce féline, tels des animaux nocturnes en quête de proie. Elles sont les gardiennes des plaisirs secrets, les prêtresses de l'amour vénal, les reines d'un monde où les conventions sociales s'effacent devant les appétits les plus bas. Certaines se tiennent au coin des rues, offrant leurs services aux passants les plus pressés, leur corps à peine voilé par un manteau léger. D'autres travaillent dans des tavernes, où elles accompagnent les clients dans leurs libations et leurs discussions, riant à leurs plaisanteries grossières et flattant leur vanité. D'autres encore œuvrent dans des maisons closes, véritables lieux de débauche où les hommes peuvent assouvir tous leurs désirs, des plus simples aux plus pervers. Dans ces lieux clos, l'air est lourd de parfums enivrants et de sueur. La musique résonne sans cesse, et les corps s'entremêlent dans une danse lascive et sans fin. Parmi elles, certaines parviennent à se distinguer, à s'élever au-dessus de leurs conditions. Grâce à leur beauté, leur intelligence ou leur charme, elles attirent les clients les plus riches et les plus influents. Elles fréquentent les banquets et les réunions mondaines où elles brillent par leur esprit et leur conversation. Elles peuvent même devenir les compagnes d'hommes puissants, influençant leurs décisions et jouant un rôle important dans la vie politique et sociale de la cité. Ce sont les hétaïres, ces courtisanes de luxe qui incarnent le rêve de toutes les prostituées du céramique,
la promesse d'une vie de richesse et de liberté. Dans une maison close du quartier, une jeune femme nommée Corina attire l'attention par sa beauté et son esprit. Esclave affranchie, elle a choisi la prostitution pour échapper à la misère et se construire une vie meilleure. Elle n'a pas oublié les années d'humiliation et de souffrance qu'elle a vécues comme esclave, les coups, les privations, le mépris. Elle est déterminée à ne plus jamais revivre cela. Elle se cultive, apprend à lire et à écrire, s'intéresse à la philosophie et à la politique. Elle veut s'élever au-dessus de sa condition, devenir une femme libre et indépendante. Un jour, elle fait la connaissance d'un jeune aristocrate nommé Phidias qui tombe sous son charme. Il est beau, riche et semble fasciné par l'intelligence vive et l'esprit indépendant de Corina. Il la couvre de cadeaux, l'invite dans les meilleures tavernes et lui fait découvrir les plaisirs de la vie athénienne. Corina est flattée par ses attentions. Elle se sent valorisée, désirée, admirée. Elle voit en Phidias une chance de réaliser ses rêves, de quitter le monde sombre de la prostitution et d'accéder à une vie de luxe et de liberté. Phidias lui promet monts et merveilles. Il lui offre de devenir sa maîtresse, de vivre avec lui dans sa luxueuse demeure, de la couvrir de bijoux et de soieries. Il lui jure un amour éternel et lui fait miroiter la perspective d'une vie heureuse et insouciante. Corina, éblouie par tant de promesses, se laisse envoûter. Elle s'abandonne à la passion, oubliant les dangers et les désillusions qui guettent les femmes comme elle. Elle veut croire en l'amour de Phidias, en sa promesse d'un avenir meilleur. Mais derrière le masque du séducteur se cache une réalité plus sombre. Phidias n'est pas l'homme riche et puissant qu'il prétend être. Il est criblé de dettes et son train de vie fastueux cache une situation financière désastreuse. Il voit en Corina un moyen de se renflouer, un objet qu'il pourra exploiter et manipuler à sa guise. Il compte sur sa beauté et son charme pour attirer de riches clients et éponger ses dettes. Un soir, alors que Corina se trouve chez Phidias, une ombre de doute s'insinue dans son esprit. Des conversations entendues par hasard, des missives reçues par des créanciers inquiets, autant d'indices qui révèlent la fragilité de la situation financière de Phidias. Elle le surprend en train de se disputer avec un homme à l'air menaçant qui le traite de menteur et de voleur. Elle comprend qu'il l'a trompée, qu'il n'a jamais eu l'intention de l'aider à sortir de sa condition. Au contraire, il compte sur elle pour éponger ses dettes. Corina est prise au piège, tiraillée entre la peur et la colère. Impossible de retourner dans cet enfer. Mais comment échapper à l'emprise de Phidias? Elle se sent trahie, humiliée, utilisée. Elle a cru en ses promesses, elle s'est donnée à lui corps et âme, et il l'a trompée sans vergogne. La colère monte en elle, une colère froide et déterminée. Elle ne se laissera pas faire, elle trouvera un moyen de se venger. Seule dans sa chambre, elle se laisse aller au désespoir. Elle regrette son insouciance, sa naïveté. Elle maudit Phidias et sa fausse promesse d'amour. Elle pleure toutes les larmes de son corps, se sentant seule et abandonnée. Mais au fond d'elle, une étincelle de révolte brise encore. Elle ne baissera pas les bras. Elle se battra pour sa liberté, pour sa dignité. Corina refuse de se laisser abattre. Elle observe les allées et venues dans la maison, guettant la moindre occasion de s'échapper. Elle tente de se rapprocher des serviteurs, cherchant parmi eux une âme bienveillante qui pourrait l'aider. Elle se lie d'amitié avec une jeune servante, Aglaé, qui lui témoigne de la compassion et lui promet de l'aider. Mais Phidias la surveille de près, limitant ses contacts avec le monde extérieur. Il la menace de la renvoyer à la maison close si elle tente de s'enfuir. Un jour, profitant d'une absence de Phidias, Corina tente de s'enfuir. Elle se glisse hors de la maison et court à travers les rues d'Athènes, cherchant un refuge. Elle se dirige vers l'agora, espérant se fondre dans la foule et trouver de l'aide auprès d'autres prostituées. Elle se souvient de ses anciennes compagnes, de leur solidarité, de leur complicité.
Peut-être pourront-elles l'aider à se cacher, à retrouver une place dans leur monde. Mais ses anciennes compagnes la reçoivent froidement. « Tu as trahi notre monde pour un homme riche », lui dit l'une d'elles avec mépris. « Tu n'es plus l'une des nôtres. »« Nous ne voulons pas d'ennui avec Phidias », ajoute une autre avec crainte. « Il est puissant et il pourrait nous faire du mal. » Corina se sent trahie et abandonnée. Elle comprend que le monde de la prostitution est un monde sans pitié, où chacun se bat pour sa survie. Désespérée, elle erre dans les rues, sans but précis. La faim la tenaille, le froid la fait grelotter et la fatigue la plombe. Elle se sent perdue, abandonnée de tous. Un homme l'aborde, lui proposant de l'argent en échange de ses faveurs. Corina accepte, n'ayant pas d'autre choix pour survivre. Mais le client se montre brutal et humiliant. Il la traîne dans une ruelle sombre, la jette à terre et la prend de force. Corina subit sa violence en silence, les larmes aux yeux. Elle se sent sale, dégradée, vidée de toute humanité. Marquée par cette expérience, Corina se cache dans les bas-fonds d'Athènes, fréquentant des lieux sordides et dangereux. Elle est confrontée à la famine, au froid et à la maladie. Elle rencontre des mendiants, des voleurs, des êtres brisés par la vie. Elle découvre la face cachée de la cité, celle que les citoyens préfèrent ignorer. Elle voit la misère, la violence, le désespoir qui se cache derrière la façade brillante d'Athènes. Un jour, elle décide de tenter sa chance et de quitter Athènes. Elle se rend aux portes de la cité, espérant passer inaperçue. Mais les gardes la remarquent et l'arrêtent. Ils la reconnaissent comme une prostituée et la refoulent sans pitié. « Tu n'as pas le droit de quitter la cité », lui dit l'un d'eux avec dédain. « Tu es une honte pour Athènes. » Corina est au bout du rouleau. Elle n'a plus la force de se battre. Elle retourne aux céramiques, résignée à son sort. Elle comprend que la liberté et le bonheur sont des illusions pour les femmes comme elle. Elle est condamnée à vivre dans l'ombre, à vendre son corps pour survivre, à subir les humiliations et la violence des hommes. Les années passent. Corina vieillit, sa beauté se fane. Les clients se font plus rares, les humiliations plus fréquentes. Elle est seule, abandonnée de tous. Elle n'a plus d'espoir, plus de rêve. Elle n'est plus qu'une ombre, un fantôme hantant les ruelles sombres du céramique. Son corps, autrefois objet de désir, est maintenant marqué par les années et les épreuves. Ses yeux, autrefois brillants de vie, sont maintenant ternes et vides. Sa voix, autrefois mélodieuse, est maintenant rauque et cassée. Elle passe ses journées à errer dans les rues, à mendier quelques pièces pour survivre. Elle dort où elle peut, dans des tavernes sordides ou sous les portiques des temples. Elle est devenue une paria, une exclue, une invisible. Les gens la regardent avec dégoût ou indifférence. Personne ne lui tend la main, personne ne lui adresse la parole. Un soir d'hiver, alors que la neige tombe sur Athènes, Corina s'effondre dans une ruelle sombre. Son corps est épuisé, son esprit est brisé. Elle ferme les yeux et se laisse aller à la mort, comme un naufragé qui se laisse engloutir par les flots. Personne ne remarquera sa disparition, personne ne pleurera sa mort. Elle sera enterrée dans une fosse commune, sans nom, sans marque, comme tant d'autres victimes de la misère et de l'oubli. L'histoire de Corina est celle de milliers de femmes dans l'Athènes antique, victimes de la pauvreté, de l'esclavage et de la violence masculine. Leur vie était un combat quotidien pour la survie, un combat souvent perdu d'avance. Mais leur courage et leur résilience témoignent de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Elles étaient les oubliées de l'histoire, les victimes silencieuses d'une société qui les exploitait et les méprisait. Mais leurs souvenirs restent gravés dans la mémoire de la cité, comme un rappel constant de l'injustice et de la cruauté dont les hommes sont capables. Les amants de la palestre, maîtres et éphèbes. Dans l'ombre des temples et des maisons closes,
une autre forme de prostitution s'épanouissait à Athènes. Plus discrète, plus taboue, la prostitution masculine. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, se tenait crispé près de la fontaine publique, les yeux baissés, les joues rougies de honte. Il attendait, le cœur battant à tout rompre, que l'homme qui l'avait accosté un peu plus tôt revienne le chercher. Il serrait dans sa main les quelques pièces d'argent que cet homme lui avait données, un prix dérisoire pour sa dignité bafouée. Au cœur des palestres, où les jeunes hommes s'entraînaient nus à la lutte et au lancer de disques, se développait une forme de prostitution masculine, souvent liée à la pédérastie. L'air résonnait des cris des athlètes, du choc des corps qui s'affrontent, des encouragements de la foule. Des hommes mûrs, drapés dans leurs toges blanches, observaient les jeunes gens avec un œil avide, leur regard glissant sur les muscles saillants et les peaux luisantes de sueur. Parfois, un échange de regards, un sourire complice, un geste discret suffisait à sceller un accord tacite. Et dans les écoles de philosophie et de rhétorique, où l'on cultivait l'esprit et la parole, ces relations trouvaient un terrain propice à leur épanouissement. Les jeunes élèves, assoiffés de savoir et de reconnaissance, étaient souvent la cible de leur maître, qui leur promettait protection et avancement en échange de leur faveur. Dans la société athénienne, les relations entre hommes étaient courantes et même encouragées, dans le cadre d'un système d'éducation et de mentorat. Un homme mûr, citoyen respecté, pouvait prendre sous son aile un jeune homme, appelé Éphèbe, et le guider dans son apprentissage de la vie citoyenne et militaire. Il lui enseignait les arts de la guerre, de la politique, de la rhétorique, et lui inculquait les valeurs de l'honneur, du courage et de la loyauté. Ces relations pouvaient comporter une dimension sexuelle, mais elles étaient encadrées par des règles strictes et des codes de conduite. L'homme mûr devait se montrer respectueux et bienveillant envers son protégé et ne pas abuser de son autorité. Le jeune homme, quant à lui, devait faire preuve de gratitude et de fidélité envers son mentor. Cependant, à côté de cette pédérastie institutionnalisée, existait une prostitution masculine plus marginale et plus sordide. Des jeunes hommes, souvent des esclaves ou d'origine étrangère, vendaient leur charme à des hommes plus âgés, dans des lieux discrets comme les bains publics, où les corps nus se côtoyaient dans la vapeur et la pénombre, ou dans les maisons closes, où ils partageaient les mêmes chambres sombres et les mêmes clients que les femmes. Ces jeunes prostituées étaient souvent victimes de la pauvreté, de la violence et de l'exploitation. Ils étaient méprisés par la société et exclus de la vie citoyenne. Leur vie était précaire et dangereuse, et ils étaient souvent condamnés à une existence misérable, hantée par la peur, la honte et la solitude. La prostitution masculine était une réalité sombre et cachée. Les hommes qui vendaient leur corps étaient considérés comme des parias, des êtres inférieurs, au même titre que les femmes et les étrangers. Ils étaient exclus des fonctions publiques, des cérémonies religieuses et des jeux athlétiques. Ils ne pouvaient pas voter, témoigner en justice ou hériter de biens. Ils étaient condamnés à vivre en marge de la société, rejetés par leur famille et méprisés par leurs concitoyens. Un homme accusé de se prostituer et trouvé coupable était considéré comme un sous-citoyen, au même titre que les étrangers et les femmes. Il perdait ses droits civiques et ne pouvait plus participer à la vie politique et religieuse de la cité. Il était marqué au fer rouge de la honte et condamné à une vie de marginalité. Il pouvait être châtié corporellement, emprisonné ou même exilé. Parmi ces jeunes hommes, un certain Phédon se distingue par sa beauté et son intelligence. Fils d'une esclave affranchie, il a été contraint à la prostitution pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque nuit, il devait endurer les attouchements bruts et les paroles grossières d'hommes ivres et lubriques. Il se sentait sale, humilié, dépossédé de sa propre humanité. Mais il n'avait pas le choix. Il devait nourrir sa mère malade et ses jeunes frères et sœurs. Il rêve d'une vie meilleure, où il pourrait s'instruire et s'élever socialement.
Il lit en cachette les livres de philosophie qu'il trouve dans la bibliothèque de son ancien maître, et il écoute avec avidité les discussions des intellectuels qui fréquentent l'agora. Phédon attire l'attention de Socrate, le philosophe. Non pas pour sa beauté physique, bien que Phédon soit un adolescent agréable à regarder, mais pour l'intelligence qui brille dans ses yeux et la soif de connaissance qui émane de lui. Socrate le remarque un jour, alors qu'il se promène sur l'agora, l'oreille tendue vers un groupe de jeunes gens qui discutent avec animation. Phédon, debout un peu à l'écart, écoute avec avidité leurs paroles, ses yeux brillant d'une curiosité intense. Socrate est frappé par l'intelligence et la vivacité d'esprit du jeune homme, qui contraste avec sa tenue misérable et son attitude effacée. Il s'approche de lui discrètement et l'observe avec attention. Socrate, habitué des discussions sur l'agora et des débats passionnés avec les jeunes Athéniens, est intrigué par ce jeune homme qui se prostitue pour survivre, mais qui aspire à bien plus que les plaisirs faciles et l'argent rapide. Il voit en lui un potentiel rare, une âme noble prisonnière d'une condition indigne. Quel dommage, pense-t-il, qu'un esprit aussi vif soit gâché par la misère et la déchéance. Un jour, après avoir observé Phédon à plusieurs reprises, Socrate l'aborde. Il engage la conversation, lui posant des questions sur sa vie, ses aspirations, ses rêves. Phédon, d'abord surpris et méfiant, se laisse peu à peu séduire par la bienveillance et la curiosité sincère du philosophe. « Pourquoi fais-tu cela ?» lui demande Socrate avec douceur. « Pourquoi vends-tu ton corps alors que ton esprit est si vif ?» Phédon hésite, puis se confie au philosophe, lui racontant sa misère, ses obligations familiales, son désir d'une vie meilleure. « Je n'ai pas le choix, » murmure-t-il, les yeux baissés. « Je dois nourrir ma famille. » Socrate lui parle de philosophie, de la quête de la vérité, de la beauté de l'âme. Il lui ouvre les portes d'un monde nouveau, loin des ruelles sombres et des étreintes tarifées. Phédon est fasciné par les paroles de Socrate, par sa sagesse et sa générosité. Il se sent compris, respecté, valorisé pour ce qu'il est au fond de lui, et non pour le corps qu'il vend. Il écoute avec avidité les discours du philosophe, ses analyses subtiles des mythes et des croyances, ses questionnements sur la nature humaine et le sens de la vie. Il découvre un monde où l'intelligence et la vertu sont plus importantes que la beauté physique et la richesse matérielle. Socrate décide de prendre Phédon sous son aile. Il l'invite à le rejoindre dans ses promenades philosophiques, à participer à ses discussions avec les jeunes Athéniens, à assister à ses leçons et à ses débats. Phédon découvre le monde de la réflexion, de l'argumentation, de la recherche de la vérité. Il apprend à questionner le monde qui l'entoure, à développer son esprit critique, à construire sa propre pensée. Il se passionne pour les dialogues de Socrate, pour sa méthode d'enseignement basée sur le questionnement et la réflexion personnelle. Il admire le courage du philosophe, qui n'hésite pas à défier les conventions et les préjugés de son époque. Phédon s'épanouit au contact de Socrate. Il se sent vivre véritablement pour la première fois. Il oublie peu à peu les ténèbres de la prostitution et se tourne vers la lumière du savoir et de la vertu. Il devient un disciple fidèle de Socrate, admirant sa sagesse, son courage et sa liberté d'esprit. Il passe des heures à ses côtés, à l'écouter discuter avec ses amis, à participer à ses débats philosophiques, à apprendre de ses enseignements. Il se sent transformé, régénéré par cette amitié qui lui ouvre de nouveaux horizons. Cette amitié, aussi pure et sincère soit-elle, ne suffit pas à protéger Phédon du mépris et de la violence du monde extérieur. Dans l'Athènes conservatrice et moralisatrice, les rumeurs vont bon train. Certains accusent Socrate de corrompre la jeunesse, d'autres le soupçonnent de profiter de la vulnérabilité de Phédon. D'autres, aveuglés par leurs préjugés, ne voient dans le jeune homme qu'un prostitué, un être inférieur indigne de fréquenter un homme de la stature de Socrate. Ce vieillard pervers abuse de ce pauvre garçon, disent-ils en chuchotant. Il le manipule, il le corrompt.
la jalousie et la médisance s'abattent sur eux comme une tempête. Un jour, alors qu'ils se promènent ensemble sur l'agora, Socrate et Phédon sont pris à partie par un groupe de jeunes aristocrates. « Regardez, le grand Socrate accompagné d'une fille de joie », lance-t-il en riant. Phédon rougit de honte, baisse les yeux. Socrate, calme et digne, tente de raisonner ces jeunes insolents, mais en vain. « Vous n'avez pas honte de fréquenter un homme pareil ?» crièrent les jeunes dans l'oreille de Socrate. « Ne savez-vous pas qu'il vend son corps au plus offrant ?» Les insultes fusent, les coups pleuvent. Phédon est roué de coups, humilié publiquement. Socrate, malgré sa force de caractère, se sent impuissant face à la violence de la foule. Il tente de protéger Phédon, mais il est lui-même bousculé et frappé. La scène attire l'attention des passants, qui s'arrêtent pour observer le spectacle, certains avec amusement, d'autres avec indignation. Cet incident laisse des traces profondes sur Phédon. Il prend conscience de la fragilité de son amitié avec Socrate et de l'impossibilité de se défaire de son passé. La honte et la peur le rongent. « Suis-je vraiment indigne de l'amitié de Socrate ?» se demande-t-il. « Serais-je toujours considéré comme un prostitué, même si j'ai changé de vie ?» Il s'éloigne de Socrate, se repliant sur lui-même. Il évite les regards, les conversations, les contacts. Il se sent seul et abandonné. Socrate, de son côté, est inquiet pour Phédon. Il voit le jeune homme s'isoler, perdre confiance. Il tente de le rassurer, de lui rappeler ses qualités et son potentiel. « Phédon, lui dit-il un jour, ne te laisse pas abattre par la méchanceté des hommes. Tu es intelligent, courageux, et tu as un bel avenir devant toi. » Mais les mots semblent impuissants face à la brutalité du monde. Phédon ne répond pas. Il reste silencieux, le regard perdu dans le vide. Un jour, Phédon disparaît. Socrate le cherche partout, mais en vain. Il interroge ses amis, ses connaissances, les habitués de l'agora, mais personne ne l'a vu. Il se rend aux bains publics, aux palestres, aux maisons closes, mais Phédon semble s'être volatilisé. L'inquiétude de Socrate grandit de jour en jour. Qu'est-il arrivé à Phédon? Est-il malade? A-t-il été victime d'un accident? Ou a-t-il fui Athènes, découragé par les persécutions? Finalement, la terrible vérité lui parvient par un ami qui travaille au tribunal. Phédon a été arrêté et accusé de vol. Un riche marchand prétend que le jeune homme lui a dérobé une bourse remplie d'or. Le procès fut rapide et injuste. Phédon, sans défense et sans soutien, est condamné à l'exil. Il sera banni d'Athènes et ne pourra plus jamais revenir dans sa cité natale. Socrate est dévasté. Il a perdu son ami, son protégé, celui en qui il avait placé tant d'espoir. Il se rend compte de l'impuissance de la philosophie face à la cruauté du monde et à la force des préjugés. La raison et la justice ne sont pas toujours les plus forts, se lamente-t-il. L'ignorance et la méchanceté triomphent trop souvent. Phédon, exilé loin d'Athènes, erre de ville en ville, cherchant à oublier son passé et à trouver une place dans la société. Il exerce différents métiers, ouvrier agricole, docker, soldat mercenaire, mais le stigmate de la prostitution le poursuit. Il est rejeté, méprisé, condamné à vivre en marge. Partout où il va, il sent les regards peser sur lui, les chuchotements qui le désignent comme un paria. « C'est un ancien prostitué », disent les gens en le montrant du doigt. « Il n'est pas digne de notre confiance. » L'histoire de Phédon illustre la dure réalité de la prostitution masculine dans l'Athènes antique. Malgré la bienveillance de Socrate et ses efforts pour l'aider à s'élever, Phédon ne peut échapper à son destin de paria. Rejeté par la société, condamné à l'exil, il incarne la tragédie de ces hommes oubliés de l'histoire, victimes des préjugés et de l'intolérance. Son histoire est un rappel brutal de l'injustice et de la cruauté d'une société qui privilégiait la beauté, la richesse et la puissance au détriment de la vertu et de l'intelligence. Phédon,
malgré ses qualités et son potentiel, reste prisonnier d'une condition qui le définit et le condamne. Il est le symbole de tous ceux qui, à travers les siècles, ont été marginalisés et rejetés en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur condition sociale. Ainsi s'achèvent les histoires des femmes et des hommes que nous avons suivis dans les méandres de la prostitution athénienne. Des destins tragiques, des espoirs brisés, des combats pour la liberté et la dignité. Ces récits, échos lointains d'un passé révolu, nous laissent un sentiment de tristesse et de révolte. En explorant les ténèbres de la prostitution à travers ces récits, nous découvrons une face cachée de l'Athènes antique, loin des idéaux de beauté et de sagesse que l'on célèbre habituellement. Derrière les temples majestueux et les statues immortelles se cache un monde d'ombre et de souffrance, où les corps sont des marchandises et les âmes sont brisées. Des ombres du Parthénon aux ruelles animées du céramique, nous avons exploré les multiples facettes de la prostitution, entre sacré et profane, entre liberté et asservissement. Nous avons rencontré Elia, l'esclave résignée, Théano, l'épouse en quête d'amour, Aspasie, l'hétaïre ambitieuse, Lysandre, le jeune homme brisé, Rhodope, la prêtresse éprise de liberté, Corinna, la courtisane piégée par ses rêves, et Phédon, le prostitué exilé. Autant de destins croisés, autant de voix qui nous racontent les contradictions d'une société où le plaisir, le pouvoir et la religion s'entremêlent dans un tissu complexe et fascinant. La prostitution à Athènes était une réalité omniprésente qui touchait toutes les couches de la société. Elle était à la fois source de plaisir, de profit et de souffrance. Elle reflétait les inégalités et les contradictions d'un monde où les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes droits ni les mêmes opportunités. Mais au-delà des jugements moraux et des condamnations sociales, que nous révèle la prostitution sur la nature humaine? Est-elle une forme d'esclavage, une exploitation des corps et des âmes, ou bien est-elle une expression de la liberté individuelle, un choix assumé par celles et ceux qui la pratiquent? Peut-on vraiment parler de liberté lorsque le corps est une marchandise, un objet d'échange? Où se situe la frontière entre le plaisir consenti et l'exploitation? Et comment concilier les besoins du corps avec les aspirations de l'âme? Ces questions qui hantaient déjà les Athéniens il y a 2500 ans restent d'actualité. La prostitution continue d'exister à travers les siècles et les continents, avec ses ombres et ses lumières, ses victimes et ses héros. Elle nous interpelle, nous questionne, nous force à nous interroger sur nos propres valeurs et nos propres contradictions.